que me dirait me susciter les aléas du direct, comme les notes apparaissent à l'écran, donc je prends mon carnet. Alors merci à tous d'avoir patienté jusqu'à cette heure-ci. Je suis ravie d'être parmi vous pour parler des fake news. Alors pourquoi les fake news? Quand Nabil m'a parlé de l'intitulé du panel, quand il a parlé de consommateurs et de marques sur les réseaux sociaux, et vous noterez que je n'ai pas utilisé le mot face-à-face, qui m'évoque un peu trop la confrontation, alors que, à mon sens, on est beaucoup plus dans la conversation finalement sur les réseaux sociaux entre les marques et les consommateurs. Quand on a échangé sur ce panel, eh bien, je me suis dit, finalement, quels sont les plus gros challenges en tant que communicante et en tant que marque, en tant qu'entreprise pour laquelle je travaille, en tant qu'entreprise du FMCJ, en tant que Coca-Cola. Finalement, quel est le plus gros challenge que je rencontre sur les réseaux sociaux? Et la réponse a été d'une grosse évidence, ce sont les fake news. Alors, non pas que les fake news soient quelque chose qui vient finalement d'apparaître. Les fake news, à travers la rumeur diffamatoire des fois, existent depuis l'Antiquité. C'est finalement la viralité, l'ampleur, l'intensité, la rapidité de propagation qui fait qu'aujourd'hui, elles prennent une dimension toute nouvelle, avec des effets qui peuvent être potentiellement ravageurs pour les marques à cause des réseaux sociaux qui sont finalement une grosse caisse de résonance. Alors, ce qui a changé aussi avec l'ère des réseaux sociaux, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde peut produire de l'information, tout le monde peut communiquer sur les réseaux sociaux. Alors, on n'est plus dans le journaliste qui va venir, qui va checker ses sources, qui va aller voir son secrétaire de rédaction. Bon, les journalistes me corrigeront, je n'ai pas nécessairement tout le process en tête, qui va aller faire valider par le directeur de publication, etc., avant de publier. Aujourd'hui, on prend une photo, on partage des photos, on partage des articles sans nécessairement avoir toute la responsabilité qui est liée à ce type de fonction d'édition. Donc là, on corrige finalement la phrase de Timothy Foote, qui est un grand rédacteur, auteur américain, qui disait « Everyone needs an editor » pour raconter son histoire. Aujourd'hui, « Everyone is an editor ». Et donc, ça change complètement finalement le paradigme de la communication entre les marques et les consommateurs, sans pour autant, et j'insiste encore une fois, que ce soit une confrontation. On est plus, à mon sens, dans l'échange, dans la conversation, dans le recueil d'insights de part et d'autre. Alors, on va voir si je me rappelle de toute ma présentation sans mes papiers. Alors, les fake news ont de multiples facettes. Finalement, l'expression est toute nouvelle, mais alors, le sens de ce que c'est vieux comme le monde. Quelles sont les multiples facettes d'une fake news? Alors, d'abord, il y a la fausse information. Alors, la fausse information, c'est l'information qui est complètement erronée, qui est complètement inexacte, qui peut être un mensonge complètement. Alors, pourquoi est-ce que vous voyez des bouteilles de coca? Parce que je vais tout simplement donner des exemples de ce que je connais le mieux, donc l'entreprise pour laquelle je travaille. Quand on dit, par exemple, que Coca-Cola contient de l'alcool ou Coca-Cola contient de la cocaïne, c'est une fausse information, directement. Alors, on a ensuite des fake news qui ressemble à de la manipulation, en ce sens que, alors vous savez, vous pouvez avoir des informations qui vont avoir des bribes de réalité, mais qui vont être complètement orientées de façon à ce que l'éditeur du message atteigne son objectif, par exemple de dire du mal d'une marque, d'un politique, d'un homme politique, d'un artiste, d'une star, etc. Alors l'exemple que j'avais pris là-dessus, c'était celui celui des vidéos qui circulent et qui disent par exemple que Coca-Cola est un excellent produit de nettoyage. Quand on dit que Coca-Cola est un excellent produit de nettoyage, qu'est-ce que cela sous-entend? Vous savez, c'est pas faux hein, que c'est un excellent produit de nettoyage, ce n'est pas du tout faux, c'est vrai. Pourquoi? Il y a de l'acide phosphorique dedans. L'acide phosphorique est un aliment, est un produit alimentaire qui est utilisé dans plein d'aliments. Vous prendriez du citron, du jus de citron, vous prendriez du jus d'orange, ça aurait exactement le même effet de nettoyage. Mais vous pensez que les gens qui mettent ça sur les réseaux sociaux le font juste pour donner une information?
il est clair qu'il y a donc des objectifs derrière et ça s'appelle de la manipulation et c'est une forme de fake news, même si elle se base sur une réalité à la base. Alors, ensuite, vous avez le canular. Je ne sais pas si vous êtes familier avec tous les sites parodiques et satiriques qui aujourd'hui fleurissent un peu partout dans le monde. Aujourd'hui, vous avez des sites qui parodient d'autres sites et qui vont aller qui vont aller développer des articles qui sont complètement issus de récits imaginaires et qui vont être repris par d'autres sites sérieux comme si c'était une réalité. Alors ici, par exemple, Marine Le Pen, à l'image donc de Trump, Marine Le Pen propose d'entourer la France d'un mur payé par l'Algérie. Et ça a été repris. Le plus grave dans l'histoire, c'est que ça a été repris par des sites très sérieux. Alors à la base, le but était de faire de l'humour et ça a été repris comme une information sérieuse. Donc ça, ce sont les multiples formes que peuvent prendre finalement les fake news. Alors, d'où viennent les fake news? Alors, autant de foyers que d'objectifs. Vous savez, les fake news, ça peut être l'objet d'un individu, ça peut être l'objet d'un groupe d'activistes, ça peut être l'objet d'une organisation structurée, mais finalement, ça dépend des objectifs qui sont poursuivis. Alors, on a beaucoup entendu parler des fake news lors des élections aux États-Unis et en France. Donc, les fake news en question avaient un objectif politique. Il y a un objectif économique des fois, c'est jeter l'opprobre sur des entreprises concurrentes. Il y a un objectif commercial qui est celui de la recherche de clics. Comme vous le savez, il y a beaucoup de pages et de sites qui vont aller chercher le sensationnel. Et donc l'objectif, quand c'est ce type de support publie des fake news, c'est le clic, et donc c'est un objectif commercial. Et puis vous avez tout simplement les objectifs idéologiques. Vous avez des gens qui vont croire à des causes, qui ont des idéologies et qui ne vont pas hésiter à utiliser les fake news pour rallier les gens à leur cause, à leur idéologie. Alors, il y a eu une étude, alors si je me rappelle bien, qui a été faite sur plusieurs années et dont les résultats ont été publiés dans le magazine Science, le magazine américain Science, qui est donc un magazine extrêmement respecté aux États-Unis. Et les résultats ont été effarants. Alors, quels sont les résultats? L'humain est bien plus contaminant que les bots. Qui c'est qui connaît les bots? Qui c'est qui peut me dire ce que c'est? Alors, les bots, ce sont les robots, ce sont finalement les programmes qui permettent de collecter, de dupliquer de l'information, grosso modo. S'il y a des IT parmi vous et des SI pourront peut-être me corriger, mais finalement, on se rend compte que l'être humain va partager beaucoup plus que les programmes qui sont finalement mis en place pour collecter et partager de l'information. Alors, quel autre constat? La surprise et le dégoût sont en tête des motifs de partage. C'est-à-dire que plus vous êtes dégoûté ou plus vous êtes surpris, plus vous partagez l'information. Vous avez une information qui est écœurante, vous allez la partager un maximum. Vous avez une information qui vous surprend énormément, vous allez la partager énormément. Et puis, dernier constat, on s'est rendu compte que la fausse nouvelle est beaucoup plus virale que la vraie nouvelle. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que quand vous donnez une information qui est vraie, elle met beaucoup plus de temps à se propager, 6 fois plus de temps à se propager qu'une vraie nouvelle, qu'une nouvelle réelle. C'est-à-dire que le faux, finalement, voyage beaucoup plus vite et s'étend beaucoup plus rapidement que le vrai. Alors, qu'est-ce qui a été mis en place finalement pour lutter contre les fake news? Il y a des lois, et je pense que Benoît pourra en parler parce que la France est quand même précurseur dans le domaine. Je pense qu'Emmanuel Macron a demandé à ce qu'il y ait une loi contre les fake news. Il y a aussi énormément de dispositifs spécifiques des réseaux sociaux. Vous avez Facebook, YouTube, Twitter qui se sont engagés à lutter contre les fake news. À travers finalement de la modération, c'est-à-dire qu'ils mettent de la modération artificielle et de la modération humaine pour pouvoir faire le tri. Je sais que Twitter, je pense, avait fermé quelques 70 millions de comptes qui, pour lui, donnaient de la fake information. Alors, et puis vous avez aussi l'apparition des sites de fact-checking. Vous avez plusieurs sites
que vous trouvez partout en France, aux États-Unis, qui vous permettent finalement de vous assurer qu'une information est bel et bien vraie. Et finalement, on se rend compte que beaucoup de médias, notamment Le Monde, je pense, travaillent avec ces programmes et travaillent avec ces sites qui leur permettent de s'assurer de la véracité de l'information qu'ils vont véhiculer. Et puis j'ai lu, alors je ne sais pas si c'est une info ou une intox, mais j'ai lu aussi dernièrement qu'il y avait un groupe marocain qui s'appelait Ouled Drb, qui a créé un observatoire de la fake news et qui a pour objectif de mettre finalement de l'ordre dans le brouhaha de news fake ou pas fake qu'on vit aujourd'hui. Voilà pour la partie un peu théorique sur les fake news et le contexte aujourd'hui des fake news et où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Alors, et les marques dans tout ça? On a parlé de loi, on a parlé d'investissement des réseaux sociaux, de Facebook, de Twitter, etc. On a parlé de sites de fact-checking. Alors, que font les marques aujourd'hui? Eh bien, les marques, elles sont frappées de plein fouet par ces fake news et cela leur coûte cher en termes de réputation. Alors, je vais juste vous parler de Starbucks Dreamer Day. Il y a eu un énorme fake aux États-Unis qui disait que Starbucks offrait, je ne me rappelle plus si c'était à moitié prix ou si c'était la gratuité des boissons ou d'un repas, à tous les clandestins qui avaient finalement traversé les borders, les frontières, pour venir aux États-Unis. Ça a été un gros fake, mais il y a eu il y a eu une réaction extrêmement violente de gens qui pensaient que Starbucks avait réellement fait ça. Alors, Starbucks a dû s'expliquer. Le problème quand une entreprise réagit à une fake news, c'est que la fake news va voyager extrêmement rapidement. Votre démenti va voyager beaucoup moins rapidement. Et votre démenti, malheureusement, touchera beaucoup moins de monde que la fake news. Alors, ensuite, il y a eu alors, voilà, j'ai pris trois situations, trois cas qui sont très connus sur les dernières années, qui sont passés sur 2017-2018, si mes souvenirs sont bons. Alors, il y a eu aussi un gros fake sur le fait qu'un CD de Xbox avait été éjecté et avait coupé la gorge d'un enfant, d'un adolescent. Alors, ça a été extraordinaire aux États-Unis avec un bruit incroyable. Et finalement, c'était un hoax. Alors, pire encore, Netflix a dû gérer une très grosse crise parce qu'il y a eu une fake news qui disait que un client de Netflix avait regardé 188 épisodes de sa série préférée en une semaine et que Netflix l'avait contacté parce qu'il s'inquiétait pour sa santé. Alors, il faut savoir que les gens prennent très mal qu'on puisse s'inquiéter pour leur santé, parce que cela veut dire que vous avez accès à leurs informations personnelles. Cela veut dire que c'est de l'intrusion, finalement. Et donc, Netflix a dû se justifier, et malgré cela, ça a laissé beaucoup de traces, parce que les gens ont gardé cette méfiance, finalement, vis-à-vis de toutes les entreprises qui pouvaient toucher à leurs informations personnelles. Alors, comment est-ce que les marques peuvent lutter contre les fake news? Alors, une seule, et c'est là où on ramène encore une fois le consommateur vers nous. Alors, une seule manière finalement de lutter contre les fake news, c'est l'éducation, qui est le seul remède à la désinformation. Aujourd'hui, peut-être pas encore au Maroc, mais à l'étranger, il y a énormément d'initiatives qui ont été mises en place pour éduquer l'internaute depuis son plus jeune âge, à partir du collège, à la réalité du monde de l'information, j'allais dire du monde des médias, mais à la réalité du monde de l'information. Le but, c'est de développer l'esprit critique de l'internaute de façon à ce qu'il puisse avoir l'esprit critique pour finalement avoir une lecture de ce qu'il lit, enfin une vraie lecture qui permette de décrypter les enjeux des choses qu'il peut recevoir sur son WhatsApp ou qu'il peut avoir sur les réseaux sociaux. Parce que je n'en ai pas parlé, mais les applications de messagerie sont encore plus dangereuses que les réseaux sociaux parce que au moins, sur les réseaux sociaux, vous pouvez faire un tracking, vous pouvez voir ce qui se passe et vous pouvez mesurer, vous pouvez identifier. Sur les applications de messagerie comme WhatsApp, vous ne pouvez pas le faire. Alors,
Un deuxième levier qui permet aux marques de lutter contre les fake news, c'est la transparence. La transparence, et j'avais vu cette même phrase chez toi, Benoît, tout à l'heure, d'ailleurs ça m'a fait sourire, transparence et confiance. Il n'y a rien de tel pour construire la confiance, une relation de confiance avec le consommateur que la transparence. Plus une entreprise est transparente, moins elle a de choses à cacher, plus normalement elle se sent à l'aise. Aujourd'hui, ce n'est pas tellement dans notre culture. Hein. On a plus, et moi, on me le reprochait il n'y a pas très longtemps. On me disait, écoutez, nous, médias et autres sites électroniques, on n'a pas nécessairement envie de recevoir l'information que vous avez envie de nous donner. C'est très bien, vous êtes en train de soutenir des écoles dans le rural et tout ça, c'est très bien. Vous êtes en train de faire des programmes de préservation de l'eau ou d'optimisation de l'irrigation dans le milieu oisien, c'est très bien aussi. Mais nous, on a besoin d'avoir d'autres types d'informations. Nous, on veut savoir, est-ce que par exemple, est-ce que c'est possible qu'il y ait un mégot de cigarette à l'intérieur d'une bouteille de Coca-Cola? Est-ce que le processus de production permet ce type de choses? Et c'est là où vous allez prendre les médias en question, où vous allez prendre l'association des consommateurs en question et vous allez les ramener dans une usine pour qu'ils voient de visu est-ce qu'effectivement c'est quelque chose qui peut se produire ou pas. Parce que finalement, en parler, rassurer, ce n'est pas suffisant. Aujourd'hui, il faut prouver. Et donc voilà, la transparence, dans tous les cas, reste la base d'une relation de confiance et permet, en plus de l'éducation de l'internaute, permet à un client, à un consommateur qui connaît la marque, de pouvoir processer l'information qu'il a reçue et la remettre en cause si nécessaire. Alors, est-ce que si on est super transparent et que l'internaute est complètement éduqué, est-ce que cela veut dire qu'il n'y a aucun risque de bad buzz? Eh bien non. Eh bien non. Vous n'êtes pas sorti de l'auberge, même si vous mettez en place tout ça, hein, parce que, vous savez, quand on veut prendre l'information du mauvais côté, on peut toujours la prendre du mauvais côté. Et ça me fait penser à un proverbe en arabe, mais que je ne dirai pas. Le proverbe renvoie en fait à quelqu'un qui est toujours mécontent, quel que soit... Bon bref, c'est un proverbe censuré. En tout cas, pourquoi je dis ça? Parce qu'il est nécessaire aujourd'hui, indépendamment de la transparence et de l'éducation du consommateur, il est nécessaire de s'outiller. Aujourd'hui, les marques doivent prendre leur marque au niveau des réseaux sociaux. Qu'est-ce que cela veut dire? L'anticipation, les systèmes de veille, la connaissance des parties prenantes qui sont sur les réseaux sociaux, la connaissance des enjeux de chaque partie prenante et des liens entre chaque partie prenante. Aujourd'hui, c'est une véritable plateforme stratégique de veille, d'analyse et de réaction qu'il faut mettre en place sur les réseaux sociaux. Il ne suffit pas de faire la veille, il faut analyser ce qu'on a écouté sur les réseaux sociaux et ensuite il faut réagir. Moi, quand je vois qu'il y a 2, 3, 4, 5 consommateurs qui demandent est-ce que c'est vrai que quand on met une dent dans une bouteille de Coca-Cola, elle va complètement se dissoudre. La première fois qu'on me remonte l'information, je dis bon, ça va. Hein. La deuxième fois, mais là, quand je vois que c'est pour la 5e ou 6e fois, eh bien, je vais partager une explication en bonne et due forme avec l'agence digitale qui va travailler par exemple avec nous. Alors pour le cas de Coca-Cola, on a toute une cellule externe, donc ce sont des prestataires mais qui travaillent avec nous de manière continue, qui se chargent de la veille et de la remontée d'informations. Quand on voit qu'il y a des sujets qui intéressent, même si ce sont des sujets qui ne nous donnent pas, nous, forcément envie de communiquer dessus, et bien aujourd'hui, il faut que les marques les prennent à bout de bras, qu'elles prennent le taureau par les cornes et qu'elles communiquent sur ces sujets-là. Voilà. Je reviens vraiment sur ce qu'a permis finalement, ce qu'ont permis les réseaux sociaux aux marques et aux consommateurs. Je pense sincèrement qu'elles ont permis une écoute mutuelle. Vous savez, comment est-ce qu'on écoutait les consommateurs avant? On faisait des études de marché. Les études de marché, finalement, vous allez prendre je dis n'importe quoi, vous allez prendre 1000 personnes sur 35 millions de Marocains avec
un intervalle d'erreur et puis vous allez en tirer ce que vous allez en tirer, que ce soit du quantitatif ou du qualitatif. Je parle pour les gens du marketing qui maîtrisent un peu les bases des études de marché. Écoutez, les réseaux sociaux, ce sont de formidables, mais alors formidables sources d'informations. Elles nous permettent à nous de remonter des insights et de mieux comprendre le consommateur, de mieux connaître ses attentes et de pouvoir réagir en conséquence. Et elles permettent aussi à nos consommateurs de mieux nous connaître. Donc, alors, ce qui s'est passé, alors je n'aime pas parler du boycott, je vais faire une seule digression à cette présentation en parlant. Je pense que s'il y a quelque chose que nous a appris ce boycott, c'est l'humilité et finalement la nécessité d'écouter. Et aujourd'hui, quand on aborde les réseaux sociaux, quand on aborde la question du consommateur et la préoccupation consommateur, on le fait avec beaucoup plus d'humilité qu'avant. Alors, je ne voulais pas terminer cette présentation sans vous mettre à contribution sur cette photo. Alors, c'est une photo qui a été postée par quelqu'un qui dit « Qu'en pensez-vous » C'est le gardien du musée qui prit cette photo. Alors, il lui parle à l'imparfait ou passé simple, passé simple. Il venait soudain de réaliser que ce monde était foutu. Et qu'est-ce qu'on voit? Ben, écoutez, on voit un tableau de Rembrandt dans un musée d'Amsterdam et on voit des ados qui sont complètement en train de pianoter sur leur smartphone alors qu'ils ont une œuvre exceptionnelle juste à côté. À votre avis, c'est une info, c'est une intox? Je sais que vous avez envie de manger, mais répondez-moi quand même. Alors, c'est une intox parce que tout simplement, la maîtresse, alors, je pense qu'ils n'ont pas l'âge d'avoir des maîtresses, donc leur professeur leur a demandé de checker sur une application liée au musée les informations sur Rembrandt et sur le tableau qu'ils ont juste à côté. Donc en fait, ce sont des élèves qui sont très studieux et ils sont en train de voir l'histoire de Rembrandt et l'histoire du tableau juste derrière. Voilà, merci de votre attention, j'espère que je n'ai pas été trop longue.